Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invité cette semaine est Boris Ndjekam. Il est consultant réglementé en immigration canadienne. Il vit au Canada depuis quelques années où il a fondé l'entreprise Sakoni Immigration qui se charge de procédures d'immigration au Canada. Comment ça marche? Nous poserons la question à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Boris Ndjekam, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'accepter l'invitation de Naya TV. C'est un plaisir. Alors, vous vivez au Canada, je l'ai dit, mais vous êtes en Afrique depuis quelques jours. Vous êtes passé par la Côte d'Ivoire, oui, où vous êtes allé parler de Sakoni Immigration. Alors, de quoi était-il question en Côte d'Ivoire pendant ces quelques jours? Mon séjour ivoirien portait essentiellement sur une campagne de consultation initiale. Tant il est question qu'on apprenne aux gens la rigueur de la procédure, la projection, la prévision, lorsqu'ils sont intéressés par un processus comme un projet de vie, comme l'immigration canadienne. Oui. Les profils sont différents et les procédures sont sciées à chaque profil propre. Alors, au cours des consultations initiales, j'apprends aux différents candidats quelles sont les procédures qui sont adaptées à leur profil propre. C'était l'objet de ma campagne de consultation initiale à Abidjan. J'ai pas pu me rendre à Yamoussoukro ni à Korogo où j'étais sollicité parce que les Abidjanais avaient déjà complètement pris mon agenda. Mais la prochaine fois, j'irai dans les autres villes canadiennes. Alors, quel a été l'engouement des Ivoiriens pour vos différentes consultations pour leur parler de l'immigration canadienne? Le public ivoirien est conquis par la sincérité avec laquelle je travaille, mes équipes et moi, à Sakoni Immigration. Oui. C'est-à-dire que nous nous servons essentiellement de trois éléments comme étant les piliers de notre travail. La loi, c'est-à-dire la loi fédérale ou les lois provinciales ou territoriales au Canada, en ce qui a trait à l'immigration. Les règlements de chaque ministère du fédéral et des provinces en ce qui a trait à l'immigration. Et nous nous accoquinons un troisième élément qui s'appelle la vérité. Nous avons un point d'honneur à dire à chaque candidat la vérité par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec leur profil propre. Alors, nous parlerons de tout cela tout au long de cet entretien. Alors, je l'ai dit en introduisant cette émission, vous êtes consultant réglementé en immigration canadienne. Alors, vous avez beaucoup insisté chaque fois que je discute avec vous sur réglementé. Oui. Parce que aujourd'hui, pilule en Afrique, dans tous les pays, au Canada même, en Europe, beaucoup de faux consultants. Oui. Il y a beaucoup qui se présentent comme étant, et ils s'appellent souvent des agences. Vous sillonnez les villes de Yaoundé, de Douala, Abidjan, oui, vous voyez des grosses pancartes. Ici, immigration canadienne en 3 jours, en 3 semaines, visa avec travail, maison et voiture garantie. Il faut faire très attention. Oui. Vous savez, le mouvement des peuples est une source de richesse. Et ceux qui sont intéressés par l'immigration ou par l'émigration doivent se renseigner pour connaître les gens qui ont le mandat légitime de faire ce travail. Au Canada, le consultant réglementé est le seul qui a le mandat de faire ce travail. Parce que après des cours universitaires pour devenir consultant accrédité, il faut passer un examen qui s'appelle l'examen d'accès à la pratique. C'est l'équivalent du barreau chez les avocats. Il y en a qui ont le cours universitaire mais qui n'ont jamais réussi l'examen d'accès à la pratique. Il y en a qui n'ont même jamais pris le cours universitaire mais qui prétendent être des consultants, soit parce qu'ils ont déjà voyagé une fois au Canada ou bien qu'ils ont de la famille au Canada. Non. Faites attention parce que quand vous faites affaire à un faux consultant, vous courez les risques d'avoir des faux documents dans votre procédure et faux documents au niveau du service de traitement des visas. Vous courez le risque de ce qu'on appelle sur le plan juridique une interdiction de territoire. Oui. Il y a plein de jeunes qui viennent à nous parce qu'ils veulent immigrer au Canada, mais lorsqu'on épluche leur dossier, on se rend compte que c'est des jeunes qui sont frappés d'interdiction de territoire pour une durée d'au moins 5 ans. Parce qu'ils ont soumis des lettres, des demandes de permis d'études avec des fausses lettres d'admission. Oui. Ils ont soumis des demandes de permis de travail avec des faux contrats de travail. Oui. Ils ont soumis parfois des demandes avec des vrais contrats de travail, avec des vraies lettres d'admission. Mais la preuve de capacité financière était mal montée ou tout simplement fausse. Donc, il y a pilule énormément de faux documents
dans les procédures d'immigration au Canada. Alors. Exactement. Oui. Exactement. Je vous dis, c'est un panier de crabes. Oui. Quand quelqu'un ne se renseigne pas très bien, d'accord, je vous donne les éléments dont chacun doit... Ce n'est pas le travail du consultant que d'aller se renseigner pour le candidat. Oui. C'est le candidat qui doit se renseigner sur l'entreprise qui se charge de son dossier, sur la personne du consultant qui est responsable de cette entreprise, et l'élément principal, c'est le nom de l'entreprise, le nom du consultant réglementé et son numéro qui commence par R. Oui. Tant que vous n'avez pas ces 3 éléments réunis, vérifiables, sachez que vous avez affaire à un faux consultant. Oui, alors justement, on observe, vous l'avez dit, un peu partout au Cameroun, notamment dans les villes de Yaoundé et Douala, de nombreux établissements qui naissent chaque jour et qui proposent des solutions pour immigrer au Canada. Et dans cette forêt d'entreprises, parfois, on a du mal à démêler les chevaux, à avoir, à faire la différence entre le bon et l'ivraie. C'est exactement, c'est une vérité, Jean-Bruno. Oui. Oui. Pour la petite histoire, pendant mon séjour à Abidjanais, je travaillais dans un bureau que j'avais pris là-bas. Il y avait un jeune Ivoirien qui s'occupait de moi, donc il était à mon service. Et un jour, il est venu s'asseoir, il m'a dit, « Monsieur Boris, est-ce que vous voulez m'expliquer bien c'est quoi l'entrée express? Parce que je m'amuse souvent à faire les dossiers de certaines personnes. » Mais à peine il s'est assis que je commence à lui expliquer comment les choses marchent, il a mis les mains sur la tête. Il me dit, oh mon Dieu, je me rends compte que j'ai dérouté beaucoup de personnes. Oui. D'accord? Il est vraiment important. Les procédures d'immigration canadienne sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire que même votre frère qui a immigré au Canada il y a 4 ans, qui essaye de vous aider, il vous aide en fonction de la réalité de l'immigration il y a 4 ans. Or, les procédures sont extrêmement dynamiques. D'accord? L'immigration canadienne, surtout celle permanente, est pilotée par un algorithme qui s'appelle le système de classement global. Quand vous ne comprenez pas les entrées de chaque élément dans le système de classement global, vous ne pouvez pas prétendre aider quelqu'un. Vous ne connaissez pas le poids de l'âge, vous ne connaissez pas le poids du niveau de scolarité, vous ne connaissez pas la densité de son expérience de travail et vous ne connaissez pas le poids qui est la clé. Ce sont les examens de compétences linguistiques. Quand vous êtes incapable de comprendre cet algorithme à travers ces différentes entrées, vous ne pouvez pas aider un candidat, tout simplement. Alors, on observe également qu'il y a une demande de plus en plus grande de personnes qui veulent immigrer au Canada pour toutes sortes de raisons. Là n'est pas la question. Vous l'avez dit, vous étiez en Côte d'Ivoire. Il y a un engouement au Cameroun, un peu partout en Afrique et peut-être dans le monde. Alors, la question que je me pose, c'est finalement, tous ces gens, est-ce qu'il y a une réelle demande? La demande est réelle. Est-ce que la demande, elle est réelle? Parce que je suis allé faire un tour au commissariat du Canada il y a quelques jours. La foule de types que moi j'ai vu là-bas qui veulent aller au Canada, elle est impressionnante. Est-ce qu'il y a une réelle demande au Canada en termes d'une telle quantité d'immigration? Oui, Jean-Bruno, définitivement, il y a une demande. Oui. La demande n'est pas seulement africaine. Quand vous vous rendez en Inde dans un bureau d'immigration canadien, quand vous vous rendez en Chine, quand vous vous rendez en France, une session d'information dans un bureau par rapport au processus d'immigration canadienne, vous ouvrez la session pour 75 personnes, en 5 minutes, sur votre plateforme, les 75 places sont prises. La demande est réelle. C'est pas quelque chose de virtuel. Le Canada est un immense pays encore très très vide en termes de population. Je vais vous prendre l'exemple d'une province du Canada parmi les 10 et les 3 territoires, c'est le Québec. Le Québec a la superficie de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Hollande, au moins réunis. Mais quand même, au Québec, on a moins de 10 millions d'habitants. La superficie du Canada, proportionnellement à sa population, donne une densité de population qui est sous forme de traces en termes de géographie. Or, si vous avez un immense pays comme le Canada, qui a environ 35 millions d'habitants, mais qui, au niveau du développement économique, n'est plus à la croissance, mais à la surchauffe, parce que quand on a une croissance à 2 chiffres, on ne parle plus de croissance, on parle de surchauffe. On a besoin de main-d'œuvre, la main-d'œuvre de qualité. Alors, aujourd'hui, le besoin se fait encore plus sentir. D'accord? Les maisons poussent à perte de vue et quand vous vous rendez dans des nouveaux quartiers, vous vous rendez compte que 90% des personnes qui s'installent dans les nouveaux quartiers, ce sont des nouveaux arrivants.
Oui, le besoin est réel. Et vous savez, quand il y a le besoin dans quelque chose, c'est là où foisonnent aussi tous les vendeurs de mauvais tarots, excusez l'expression, qui essaient de refourguer les mauvais produits aux gens afin d'escroquer. Et c'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. Les entreprises de la plus grande escroquerie sont installées à même l'Europe, d'accord, qui escroquent des dizaines de milliers d'euros par an, des millions d'euros, on peut dire, sur le chemin de l'immigration canadienne. Oui. Alors, parlons maintenant des profils. Qui sont ceux qui viennent généralement vous solliciter pour immigrer au Canada? Ou alors, quels sont les services d'immigration que vous offrez avec Sakoni Immigration? À Sakoni Immigration, nous offrons tous les services en ce qui a trait à l'immigration canadienne, c'est-à-dire les visas visiteurs. Oui. Les visas visiteurs, ça c'est pour quelqu'un qui vient juste découvrir le Canada et puis rentrer chez lui, le tourisme. Effectivement. En gros. Beaucoup de parents et de grands-parents qui veulent venir rendre visite à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Oui, nous accompagnons ces parents et grands-parents dans ces procédures. Des amis, on veut inviter un ami, venir passer un séjour touristique au Canada. Oui, nous nous occupons de ces procédures. Oui. Nous faisons aussi beaucoup de visas étudiants et des élèves internationaux. Nous en parlerons du cas des élèves internationaux. Oui. Nous faisons aussi beaucoup de visas d'entrée express dans toutes les catégories d'entrée express, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés, les candidats des provinces, les candidats des expériences canadiennes et ce qu'on appelle les travailleurs spécialisés. Nous nous occupons aussi de tout ce qui est parrainage, c'est-à-dire le parrainage des époux et épouses, des partenaires conjugaux, des parrainages des enfants, ceux qui ont immigré au Canada en laissant leur progéniture en Afrique et qui veulent qu'ils viennent les retrouver. Nous nous occupons de ce type de procédures. Nous nous occupons aussi énormément ces derniers temps des personnes qui désirent accéder à la citoyenneté canadienne. Alors, parlons un peu de la procédure pour les immigrants ce que vous avez appelé l'immigration qualifiée. L'entrée express. L'entrée express pour les travailleurs qualifiés. Voilà. Les travailleurs qualifiés, c'est une catégorie, on va dire une sous-catégorie de l'entrée express. Oui. Et je vais d'abord, d'entrée de jeu, dire que l'entrée express n'est pas une procédure d'immigration. Il faut que les gens arrêtent de se faire escroquer avec le mot express. L'entrée express n'est que le nom de la base de données fédérale dans laquelle tous les candidats à l'immigration canadienne font leur déclaration d'intérêt. C'est-à-dire, vous déclarez votre intérêt pour le Canada dans une base de données qui s'appelle Entrée Express. Maintenant, lorsque vous êtes extrait du bassin, parce que lorsque vous vous positionnez dans cette base de données, vous avez une intensité dans la base de données, c'est-à-dire une hauteur de votre performance vous situe par rapport à la base de données. Lorsque vous obtenez une extraction, communément appelée une ITA, la procédure devient maintenant express. Parce que le gouvernement fédéral se charge de traiter le dossier en 90 ou 180 jours. Mais avant, vous devez comprendre les différents éléments qui sont obligatoires pour pouvoir prétendre aller dans l'entrée express. Vous devez prendre en considération l'âge du candidat. Vous devez prendre en considération son niveau de scolarité. Vous devez prendre en considération la densité de son expérience professionnelle, la qualité de son expérience professionnelle. Parce que c'est ça qui vient catégoriser. Il faut être dans la catégorie de code CNP, le Code national des professions, 000, A ou B, pour prétendre être dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Maintenant, la clé du processus d'entrée express réside dans le seul élément où le candidat est en contrôle, les examens de compétences linguistiques. Oui. Vous allez vous rendre compte que c'est le casse-tête de tout le monde. Oui, alors c'est un gros problème parce que les procédures pour l'entrée au Canada sont quand même incroyables. Même quelqu'un qui a étudié en français, qui travaille avec la langue française comme sa principale langue, il fait un concours pour le test de niveau de langue là et il échoue. Oui. Le français canadien, là, il a quoi de spécial? On va corriger d'abord quelque chose. Oui. C'est pas un test de langue. C'est un test en langue. Oui. Okay? Enfin, sur le plan de la sémantique. Test de langue, test en langue, oui. Sur le plan de la sémantique, quand on a compris, on a tout compris. On se sert de la langue française pour vous évaluer ou on se sert de la langue anglaise pour vous évaluer. Oui. Parce que dans cet examen... Qu'est-ce qu'on recherche? On cherche deux éléments chez les candidats. Je connais un professeur de français qui a échoué cette affaire. J'en connais, j'ai beaucoup de candidats professeurs de français à qui je suis obligé de dire, vous allez me reprendre le test. Un test de langue ou alors un test en langue. Il n'échoue pas le test.
il n'a pas la hauteur nécessaire pour l'accompagner efficacement dans sa procédure. Ça, c'est différent. Donc, on recherche 2 éléments pendant le test de langue. La capacité du candidat à prendre une décision et son aptitude à assumer la décision prise. Et on se rend compte que dans beaucoup de pays, l'éducation n'active pas l'écoute active. Je suis enseignant, je sais c'est quoi une écoute active. Et c'est symptomatique de nos pays que quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, il ne vous écoute pas dans le désir de vous comprendre, il vous écoute dans l'impatience de vous répondre. Finalement, il répond à côté. Regardez toutes les émissions du dimanche de débat à la télé. Tous les interlocuteurs des grands présentateurs, lorsqu'on leur pose la question, même vous, Jean-Bruno, vos interlocuteurs commencent toujours par « Oui, Jean-Bruno, avant de te répondre, je vais d'abord dire que… » C'est-à-dire qu'il est venu avec une idée préconçue et que si vous lui posez n'importe quelle question, il va d'abord dire ce qu'il voulait dire avant de vous répondre. Ça, c'est l'absence totale d'écoute active. C'est-à-dire, vous n'écoutez pas votre interlocuteur dans le désir de le comprendre. À mes élèves et étudiants, je leur apprends la puissance de l'écoute active. Beaucoup de personnes diplômées entrent en salle d'examen, ils n'écoutent pas les bandes audio de façon active. Ils ne peuvent pas choisir la langue. C'est lors du test de langue. Oui, parce qu'il y a 4 composantes. La compréhension orale et la compréhension écrite. Nous avons l'expression orale et l'expression écrite. Vous comprenez tout de suite que nous vivons dans des pays où on est des grands bavards. Parce qu'ils sont très forts en expression orale et expression écrite. Mais là où il faut activer la compréhension avant de répondre, ils passent à côté. D'accord? Ça, il faut bien se préparer. Très bien se préparer, c'est la clé, tout simplement. Alors, pour l'entrée express au Canada, vous parliez du cadre dans lequel on peut le faire. Vous parliez de la question de l'âge. Alors, est-ce qu'il y a un âge à partir de quel âge ça commence à être handicapant de pouvoir immigrer au Canada? OK. Donc, l'algorithme prévoit que nous avons le maximum de points liés au capital humain, c'est-à-dire l'âge entre 20 et 29 ans. On a 100 points quand on est marié, le requérant principal, ou on a 110 points lorsqu'on est célibataire. Alors, on décroît chaque année d'au moins 5 points. Ah donc, quand on est célibataire, c'est un avantage? Je ne dirais pas ça comme ça. Parce que le type qui est marié a 100 points et le célibataire, il a 110 points. Oui, 100 points parce que votre conjoint ou conjointe viendra aussi dans la procédure avec un certain pointage. Pas lié directement à son âge, mais à d'autres éléments. Tout à fait. D'accord? Mais l'âge, par exemple, décroît d'au moins 5 points chaque année et devient complètement 0 points à 45 ans. À 45 ans? Oui. Et ça ne veut pas dire que les candidats à 45 ans, je dis non, vous ne pouvez pas réussir la procédure. À 45 ans, par exemple, quelqu'un qui est titulaire d'un master ou d'un doctorat PhD, qui a une bonne expérience de travail, oui, je peux aller par simulation démontrer le cadre de la réussite de son projet. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'on devient âgé, les éléments doivent s'exprimer dans leur cadre les plus intensifs pour qu'on puisse réussir la procédure. D'accord? Et il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Il y a l'adaptabilité. Ceux qui sont bilingues ont beaucoup plus de chances parce qu'en passant les tests des 2 langues, pour un francophone aujourd'hui, il est plus facile de réussir sa procédure qu'un anglophone. Parce que le gouvernement fédéral du Canada a créé ce qu'on appelle le facteur de transfert du bilinguisme, de tel point que lorsque vous avez un niveau de français, niveau 7 minimum dans les CLCN, et vous avez un niveau d'anglais avec un niveau 5, vous bénéficiez d'un facteur d'adaptabilité de 50 points, ce que les anglophones n'ont pas. D'accord? Je vous ai dit, la clé, ce sont les tests de langue. Donc, quand on a 45 ans et plus, on ne peut pas nécessairement dire adieu à son rêve d'aller s'installer un jour au Canada. Moi, j'ai des personnes de 60 ans qui ont réussi leur procédure d'immigration. Sérieux? Aussi vrai que je suis assis. Oui. Alors, parlons également des procédures vous avez parlé d'entrée express. Alors, le terme express, il faudrait qu'on soit bien d'accord. Si je vous ai bien compris, express ne signifie pas que ça va vite. Non. je répète, l'entrée express, c'est un nom. Oui. C'est le nom de la base de données fédérale pour les procédures d'immigration. Alors, parlons justement de cette entrée express-là. Entre le moment où un candidat veut immigrer au Canada et qu'il commence les procédures avec vous jusqu'au moment où on lui dit à présent vous avez tous les visas et toutes les autorisations nécessaires pour aller vous installer et vivre
une belle vie avec votre famille au Canada. Combien de temps peut s'écouler? Bon, Jean-Bruno, je parle de ce qui m'appartient. Oui. Il y a une partie que je ne suis pas en contrôle. Oui. C'est le travail des agents d'immigration. Avant la COVID, par exemple, je pouvais vous dire, une fois qu'un candidat obtient son ITA, c'est-à-dire son extraction, il a 60 jours pour soumettre sa demande de résident permanent. Lorsqu'il a soumis sa demande de résident permanent avec tous les documents nécessaires, entre 90 et 180 jours, il a son visa dans son passeport, lui et toute sa famille. Oui. Mais vous savez, nous vivons actuellement dans un monde complètement chamboulé par la COVID-19. Oui. Donc, je ne peux pas m'aventurer à dire à un candidat, vous êtes certain qu'après votre ITA, après la soumission de votre demande de résident permanent, vous allez l'avoir en 90 jours. Oui. Mais il y a un travail qui appartient au candidat. Il y a un travail qui m'appartient en tant que consultant. Il faut déjà que le candidat fasse sa part de travail et que je fasse pour moi. Et le reste, on attend du gouvernement. Alors, pour les travailleurs qualifiés, ceux qui veulent aller s'installer pour continuer leur carrière professionnelle au Canada, quels sont les domaines qui sont les plus demandés aujourd'hui? Les domaines les plus demandés, c'est une réponse à plusieurs variantes parce que ça dépend de la province. Vous savez, d'une province à l'autre, je vous ai dit, c'est un immense territoire. Les besoins ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas uniforme sur l'étendue du territoire canadien. Les provinces ont certains besoins dans les secteurs de santé. Certaines provinces ont des besoins dans le secteur de la manufacture. Certaines provinces ont besoin des gens dans les secteurs des ressources humaines. Donc, tous les profils sont recherchés. Mais il faut avoir la patience d'attendre qu'on atteigne votre tour. Les gens sont très impatients lorsqu'ils se jettent dans la procédure d'immigration canadienne parce qu'ils se disent, puisque j'ai parlé du Canada aujourd'hui, je vais avoir mon visa demain. Non. Il faut penser son projet. Et c'est pour ça qu'il y a des vendeurs d'illusions qui leur promettent le visa en une semaine. Alors, parlons du cas des étudiants internationaux. Alors, parce que jusqu'à présent, on a l'impression que ceux qui sont le plus intéressés par, vous me corrigerez si je me trompe, ceux qui sont le plus intéressés par l'immigration au Canada, c'est beaucoup plus des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire des professionnels qui veulent aller chercher une meilleure vie au Canada. Alors, le cas des étudiants, ceux qui veulent aller poursuivre leurs étudiants, est-ce que c'est également des sollicitations que vous rencontrez dans le cadre de Sakoni Immigration? Effectivement, Jean-Bruno. Oui. Il y a une grosse demande, une très grosse demande de venir faire les études au Canada. Parce que le Canada reste encore l'un des seuls pays au monde où les étudiants internationaux ont un droit au travail. Votre permis d'études au Canada est assorti d'une autorisation de travail de 20 heures par semaine. Aux États-Unis, en Europe, les étudiants n'ont pas le droit de travailler. Alors, lorsque vous venez fréquenter au Canada, étudiants étrangers. Les étudiants étrangers, ils ont le droit de travailler pendant 20 heures pendant les périodes de classe. C'est-à-dire de septembre à la fin du mois d'avril, la plupart des étudiants internationaux ne travaillent que 20 heures par semaine. Ils ont le droit à 20 heures de travail par semaine. Le mois de mai, juin, juillet ou août, ils peuvent travailler même 80 heures s'ils veulent. La plupart du temps, le plus difficile, c'est la première année pour la famille. Vous devez tout financer. Mais lorsque votre enfant a compris la société et comment il peut se débrouiller, il est capable de prendre en charge un certain nombre de choses. Mais là où je mets beaucoup d'énergie en ce moment, ce sont les élèves internationaux. Les élèves internationaux, parce que beaucoup ne savent pas que vous pouvez envoyer vos enfants fréquenter au Canada, même à l'école primaire et à l'école secondaire. Ah oui? Effectivement. Il y a un gros avantage lorsque votre enfant a un diplôme d'études secondaires au Canada, lorsqu'il termine ses études secondaires au Canada. Le premier avantage, c'est l'accès aux programmes contingentés. Les programmes qui sont très demandés, même sur le territoire canadien. Votre enfant, puisqu'il a fréquenté son secondaire au Canada, il a accès à ces programmes. Il a son admission universitaire à partir du mois de mai. Donc, il n'a même pas encore terminé sa 12e année qu'il a déjà son admission universitaire. Oui. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, il a accès à toutes les bourses indexées à la performance académique. Donc, si votre enfant termine étant élève international au Canada avec une moyenne de 90%, il a accès à toutes les bourses universitaires que les étudiants citoyens ou résidents permanents ont accès au Canada. Troisième, dans une université comme l'Université d'Ottawa,
Lorsque vous avez votre admission en ayant eu votre diplôme d'études secondaires dans la province de l'Ontario, vous avez ce qu'on appelle une bourse d'exonération des frais d'étudiants internationaux. Et vous vous rappelez du parent dans la salle à Douala et Yaoundé qui parlait de leur fille qui était sur le point de partir, là. Elle a terminé ses études secondaires, elle a eu son admission en administration publique à l'Université d'Ottawa, indexée d'une bourse d'exonération de 27 000 $ par an. Donc, pendant ces 4 années de baccalauréat, le baccalauréat étant la licence au Canada, les parents vont faire une économie de 108 000 $. Oui. Donc, cela signifie que vous conseillez aux parents d'envoyer leurs enfants étudier au Canada? Oui, pour ceux qui ont les moyens. Oui. Mais il faut savoir qu'on n'envoie pas un enfant irresponsable faire des études au Canada. Oui. Ceux qui à 18 ans, ils n'ont jamais lavé leur slip à la maison, non. Il faut avoir une capacité d'autonomie. Il faut avoir une autonomie. C'est oui. pas les enfants qu'on réveille encore pour aller à l'université parce qu'il a oublié son cours. C'est pas ceux-là qu'on envoie fréquenter au Canada. Oui. Oui. Ce sont des enfants responsables, mais il faut avoir une famille d'accueil. Un parent gardien, c'est un membre de votre famille qui vit déjà au Canada. C'est un ami que vous avez comme déjà très bien parce qu'il doit se porter garant comme parent gardien. À défaut de ça, on peut faire affaire aux familles d'accueil. Il y a des familles qui mettent leur maison à la disposition d'accueil des élèves internationaux. Dans la région d'Ottawa, il y a ce qu'on appelle les maisons Homestead et une autre aussi, que j'oublie le nom, parce que je fais affaire officiellement avec les 2 conseils scolaires francophones de la ville d'Ottawa. D'accord? Le CECCE et le CEPOO. Et je suis en collaboration avec un autre conseil anglophone de la ville de Toronto, une école privée, désireuse d'accueillir nos enfants pour qu'ils viennent faire leurs études au Canada. Ils parlent de K12. K12, ça veut dire kindergarten, donc depuis l'école primaire jusqu'à la 12e année. Alors, oui, vous avez fini là. Oui. Alors, quand je préparais cette émission avec vous, vous m'avez parlé également de la possibilité pour les parents d'envoyer leurs enfants en vacances au Canada et ça pourrait être quelque chose d'avantageux dans leur projet futur. Effectivement. Oui. Parce que la plupart des motifs de refus de permis d'études, c'est souvent nous ne sommes pas convaincus que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour d'étudiant. Mais une façon pour les parents aussi de contourner ça, de couper l'herbe sur le pied de l'agent d'immigration qui traitera la demande de permis d'études plus tard. Par exemple, je fais affaire aux conseils scolaires qui vont, à partir de l'année prochaine, la fin de la COVID aidant, reprendre les activités de camps de vacances. Envoyez vos enfants faire 2-3 semaines d'activités au Canada, la découverte du Canada, la culture canadienne, la familiarisation au bilinguisme canadien. Et ça permettra à leurs enfants de justifier déjà qu'ils sont venus, ils sont partis. Oui. Parce qu'ils viennent en colonie, donc tout sera pris en charge, l'hébergement de l'enfant, la nutrition, tout le loisir et les souvenirs qui rentrera avec au Canada. Les visites de tous les sites touristiques, les chutes du Niagara, le Parlement, Tadoussac. Donc, et ça, je vais communiquer grâce aussi à Naya Télévision qui m'accompagne dans cette aventure. Effectivement, les modalités et tout ça plus tard. Oui. Alors, en discutant avec pas mal de personnes qui ambitionnent d'immigrer au Canada pour toutes sortes de raisons, il y a une des choses qui freine le processus, c'est l'authentification des diplômes au niveau du Cameroun. Oui. Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous faites face? Ce n'est pas une réalité purement camerounaise seulement. Oui. C'est une réalité, on va dire, africaine. Et un autre pays se positionne comme ayant un véritable problème aujourd'hui, c'est l'Inde. Moi, j'ai des diplômés de l'Inde qui n'arrivent pas à avoir l'équivalence de leur diplôme parce que à cause de la Covid, le personnel administratif a disparu des universités. Mais dans notre pays en particulier, c'est un problème de désorganisation dans nos écoles. D'accord? Le service des archives n'existe pas. Donc, un ancien étudiant qui a fréquenté dans une école il y a 10 ans, lorsqu'il revient dans cette école-là, retrouver les procès-verbaux pour pouvoir authentifier ses documents scolaires, ses relevés de notes, c'est un problème réel. Il faut dire en vérité, la disparition complètement dans les bureaux du personnel attitré à cette tâche-là. Oui. Mais nous nous efforçons au niveau de Sakoni Immigration
de démêler ça pour nos différents candidats, tant il est aussi question que nous les accompagnons dans l'obtention de l'équivalence de leur diplôme. Ce n'est pas un mandat du consultant en immigration. Nous avons décidé d'offrir ce service quand nous avons vu que beaucoup de candidats avaient beaucoup de misère. Non seulement la misère avec l'accessibilité des universités, mais le respect de la rigueur des procédures, de pouvoir réussir à faire leur EDE, parce que ça s'appelle une EDE. C'est ça, Jean-Bruno. Oui. Alors, vous revenez donc de Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes allé, vous avez donné des conférences pour expliquer comment vous travaillez au sein de Sakoni Immigration. Est-ce que des conférences de ce genre sont prévues cette fois au Cameroun? Je sais que vous en avez fait par le passé. Est-ce que cette fois, pour ce séjour-ci, vous en avez prévu également? Non, parce que les conférences, quand on travaille pour le peuple, oui, on essaye de comprendre comment servir le peuple. Les conférences, ce n'est pas vraiment la solution. Oui. Parce que les procédures d'immigration canadienne dans notre pays sont inscrites dans le secret. Vous ne pouvez pas imaginer dans combien de maisons un frère est en train de faire sa procédure d'immigration pour le Canada. Même les membres de sa famille ne sont pas au courant. C'est tellement inscrit dans le secret que oui, même s'il a tout l'amour de la conférence, il a envie de venir s'abreuver dans oui, une conférence. Puisqu'il ne sait pas qui est-ce qu'il va rencontrer là-bas, oui, il préfère ça. En clair, personne ne veut parler de son projet en public. Absolument. Oui. Ça se voit même dans les tests de langue. Oui. Les gens font l'effort de ne pas composer les tests de langue dans la ville où ils vivent. Ils vont le plus loin possible composer le test de langue. Il faut comprendre... Comment on explique ça? C'est la notion du secret, c'est quelque chose de sacré chez nous, oui, les Africains. Quand on engage un projet de vie, oui, on essaye de ne pas se dire à soi devant un miroir. Oui. Parce que parce que chez nous, parfois on dit les bouches des gens, là, ça met un peu la malchance sur sa chose et tout ça. C'est un peu superstitieux, mais c'est la réalité. C'est une réalité africaine. Oui. Il y a la honte d'avoir annoncé qu'on est en train de vouloir le faire, oui, et qu'à la fin, on a échoué. Oui. On devient la risée de notre entourage. Imaginez un doctorat PhD qui annonce à tout le monde, là j'entame les procédures d'immigration canadienne. Vous avez parlé du professeur de français. Oui, qui a échoué son test de langue. Et qui a échoué son test de français. S'il avait annoncé à toute la populace que je ne peux pas aller au Canada et que tout le monde soit au courant que le prof de français est passé à côté du test de français, même auprès de ses élèves, il a perdu toute la crédibilité. Oui. Donc il y a... Alors donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'organisez plus des conférences publiques et vous avez substitué ces conférences publiques à quoi? Je l'ai substitué par une campagne de consultation initiale individuelle. Donc, chaque candidat vient à ma rencontre, me pose son problème réel, j'analyse son profil et je lui dis, voici le type de procédure qui sied à votre profil. Là, je sens une plus grosse efficacité parce que les gens sont atteints dans leur désir réel. Oui. Or, dans une conférence, on ne peut s'étaler sur tous les différents cas. C'est un big picture qu'on donne, comme on le dit en anglais. Mais c'est pas que les conférences, je vais les bannir. Je vais penser avec mon équipe technique. Je travaille avec mon analyse d'affaires, Gaël Monbiot, et mon programmeur qui est Pedriel Demanou, afin qu'on pense une autre façon de tenir ces conférences à partir de l'année prochaine, parce que moi, enseignant éducateur, je veux atteindre le maximum de public possible, non pas parce que je veux qu'ils soient tous mes clients, je ne peux pas être le consultant de tout le monde, mais que les gens sachent, lorsqu'ils sont à la recherche d'un consultant, quels sont les éléments qu'ils doivent savoir pour ne pas se faire arnaquer. Est-ce que franchement, il vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, les yeux dans les yeux, votre procédure là, laissez? Oui. Il y a beaucoup qui viennent à moi parce qu'ils veulent devenir étudiant international. Donc, vous voyez un parent qui m'appelle, moi je veux que mon fils vienne au Canada continuer ses études. Est-ce que je vous donne, avec combien de millions on peut réussir? J'ai dit que maintenant, vous parlez d'argent. Il faut que je vous parle d'abord de procédure. Alors, quand je commence à poser des questions, le fils a 28 ans, il est titulaire d'un Master 2. Il veut venir continuer ses études au Canada. Je dis clairement aux parents, votre fils est dans la mauvaise procédure. Il va obtenir une admission, mais il va se voir refuser le visa à 99% de... Pourquoi? Parce qu'il est trop vieux. Pas qu'il est vieux, il a un bris de scolarité. Et vous-même, Jean-Bruno, oui, on vous donne à traiter le dossier d'un étudiant international qui a 28 ans. Il est titulaire d'un Master 2 et il a une admission pour venir recommencer ses études en première année à l'université. Quelle crédibilité ce candidat va avoir? Parce que je m'efforce à penser comme l'agent du gouvernement
va penser derrière un dossier. Oui. Et quand je dis, vous êtes dans la mauvaise procédure, si le parent insiste, je dis, ben, je suis désolé, vous allez trouver un autre consultant. Parce que je mets un point d'honneur à la vérité. D'accord? L'argent, c'est important parce qu'il faut faire tourner une entreprise, mais j'ai un plaisir jouissif lorsque j'accompagne efficacement mes candidats. Oui. Toute mon équipe d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une évaluation du nombre de personnes dont vous avez traité les dossiers et qui ont pu s'installer au Canada? Oh boy, beaucoup d'étudiants internationaux, oui. Beaucoup d'élèves internationaux. C'est un programme que je veux densifier, les élèves internationaux. Dans mon portail de consultants rémunérés en ce moment, j'ai près de 75 à 80 personnes qui attendent, donc qui ont des profils d'entrée express, environ 45 personnes qui ont un seuil qui les permet d'espérer que bientôt ils vont avoir une extraction. J'ai beaucoup de parrainage d'époux et épouses, j'ai beaucoup de citoyenneté canadienne, beaucoup de visas visiteurs, les parents et grands-parents. Et tout à l'heure, je viens d'être contacté parce qu'il y a un groupe de femmes d'affaires camerounaises qui veulent venir assister à certains séminaires au Canada et désirent que je les accompagne, environ 25 personnes. Donc, je vous donne exemple des types de procédures que je brosse. Ce que Saconi Immigration ne touche pas encore, pas parce que nous n'avons pas la capacité à ça, c'est tout ce qui est demande d'asile. Nous avons choisi délibérément en ce moment de ne pas nous occuper de ce type de procédure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je voudrais me donner le temps de recruter un personnel hautement qualifié et de les former. Parce que nous plongeons dans un domaine où l'émotion est la plus intensive. Vous portez encore un projet plus lourd. Des gens qui sont déjà au Canada, ils sont venus au Canada comme visiteurs, mais qui désirent rester définitivement. Ils ont choisi de demander l'asile. C'est parfois vraiment des personnes qui souffrent dans leur chair. Des personnes qui ont traversé des pays à pied et qui ont pris des chemins partant des États-Unis, traversé à pied avec femmes et enfants pour entrer au Canada et qui ont besoin d'une présence effective pour mieux les accompagner. Je veux me donner le temps de former le personnel nécessaire à l'accompagnement de ces familles. Ils attendent beaucoup de nous, d'accord? Oui. Voilà, c'est ça. Tout simplement. On va bientôt sortir de cette émission, mais avant, parlons un peu de vous, Boris Djekam. Vous êtes consultant réglementé en immigration canadienne, le patron de la société que vous avez fondée, Saconi Immigration. Vous vivez au Canada. Revenons un peu sur vous. Le travail de consultant en immigration canadienne que vous faites, ce n'est pas votre activité principale. Je rappelle que vous avez fait vos études au Cameroun, baccalauréat C, lycée classique de Bangante. Ensuite, vous avez fait l'université de Yaoundé 1. Vous avez étudié quoi? J'ai fait de la physique. J'ai commencé un doctorat en physique. Un doctorat en physique à l'université de Yaoundé 1? J'ai commencé un doctorat Absolument. en physique de l'université de Yaoundé 1 où je travaillais sur la télédétection, la cartographie de l'Afrique centrale pour comprendre les conséquences de la déforestation sur l'environnement, que j'ai abandonné après 1 an. Je suis allé en France en faculté de médecine où j'ai fait de la physique médicale, dont je suis radiophysicien clinique en cancérologie. Donc j'ai quitté la France et ça fait 13 ans aujourd'hui que j'ai immigré au Canada. J'ai travaillé quelques années en milieu hospitalier. Oui. Donc où je me suis spécialisé par exemple en monothérapie de prostate. Mais en 2015, j'ai quitté l'hôpital. Je suis allé en enseignement. Où j'avais fait ma formation d'enseignant, travaillant à l'hôpital, tout le monde disait « mais t'es fou toi, avec tout ce qu'il y a ici, tu laisses pas aller te faire insulter par les enfants dans les écoles ». J'ai dit « oui, j'aime ça ». Donc je suis enseignant, j'interviens aussi au milieu universitaire. Donc par exemple, la raison pour laquelle mon entreprise est totalement technologique, parce que je donne des cours des technologies de l'information et de la communication aux étudiants en administration des affaires, dont je leur apprends comment utiliser la technologie pour manager une entreprise. Oui. Donc, le moins que je pouvais faire, c'est de l'appliquer à Saconi Immigration aussi. Oui. Alors, et vous vivez dans quelle ville au Canada? Je vis à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale fédérale du Canada, qui n'est pas la capitale de sa province, par exemple. Oui.
Donc, la capitale fédérale n'est pas la capitale de la province où elle est, donc en Ontario. Bon, c'est quand on ira aussi au Canada qu'on va comprendre ça. Je vous y attends d'ailleurs. Alors, et parlons un peu de, pour finir, de l'histoire qui se cache derrière l'entreprise Sakoni elle-même. C'est un business comme un autre ou alors il y a quelque chose d'affectif derrière cette entreprise? Il y a quelque chose de très, très affectif. Vous voulez savoir? Expliquez-nous, oui. Avant que je ne me lance officiellement comme consultant en immigration, j'étais à 9 familles que j'avais aidées de façon bénévole à immigrer. À peine je suis arrivé au Canada que j'ai commencé à aider tous les gens de mon entourage qui voulaient immigrer, d'accord, au Canada. Ce sont ces personnes qui m'ont dit un jour, et je me rappelle le docteur Mbianda, lorsqu'il est arrivé, il m'a dit « Boris, est-ce que tu sais que tu maîtrises ces trucs plus que tous ces gens-là dehors? Tu devrais faire un business là-dedans. » Mais la vie aidant, c'est-à-dire j'ai une capacité incroyable à transformer les difficultés en opportunités. Ça vient de ma formation initiale du lycée classique de Bangaté. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant près d'1 an avec ma fille qui était très très malade. Moi, j'ai regardé ma fille qui a un niveau d'abnégation et de résilience incroyable. Elle était un bébé d'1 an, se battre pour rester en vie parce qu'elle avait un problème cardiaque majeur. Et j'ai dit, je ne fais que remettre ce cours de droit que je dois prendre pour pouvoir m'établir comme consultant réglementé. Je pense que je n'ai plus de prétexte. Ce soir, j'ai appelé une université, le collège Erzing de Toronto, pour dire, je voudrais prendre des cours de consultant en immigration canadienne. Ben, messieurs, vous savez c'est le délai aujourd'hui pour poser votre candidature. J'ai dit, si c'est le délai, allons-y. On a fait ça tout de suite. Tout mon cours, je l'ai fait assis auprès de ma fille à l'hôpital. Donc, quand elle se battait contre la maladie, moi, je me battais contre tout. Je ne suis pas juriste, mais il fallait que je boive le droit administratif, toutes les procédures, la Convention de Genève et tout ça. Je suis arrivé et j'ai passé d'un seul coup mon examen d'accès à la pratique qui m'a établi comme consultant réglementaire en immigration canadienne. J'ai peut-être un avantage dans mon travail d'avoir fait des sciences dures. C'est pourquoi je peux vous parler de l'algorithme du système de classement global comme ça, parce que j'ai programmé, modifié des programmes, je les ai faits dans mon programme antérieur parce que le rôle du physicien médical clinique, c'est justement penser les programmes, les plans de traitement des cancers quand il s'agit de la radiothérapie et de la curithérapie. J'ai aussi un avantage, je suis enseignant, ce qui permet que j'accède à la qualité de la communication que je peux apporter à mon public. Le dernier élément, c'est que Jean-Bruno, depuis le lycée classique de Bangaté, vous me connaissez comme quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Je l'apporte à tous les éléments de ma vie et je mets encore un point d'honneur à chaque dossier de mes candidats. Sakoni veut dire l'étoile d'amour. C'est le prénom de ma fille en langue Mdjumba, d'accord? Sankoni, ça veut dire l'étoile d'amour et ce que je souhaite, c'est que cette étoile qui vogue au-delà de toutes les constellations brille sur le projet de chacun de nos candidats. Dernier mot, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite immigrer au Canada? Faites attention, faites très très attention. Nous avons environ 80 à 90% des bureaux d'immigration dans tous les pays qui sont en fait des faux. Renseignez-vous très bien avant de vous lancer dans ces projets. Sur l'entreprise, sur la personne du consultant, assurez-vous que sur la base de données des consultants réglementaires en immigration canadienne, vous retrouvez le nom de votre consultant. Ça, c'est très important. Et pour finir, ayez la patience nécessaire parce que ça nous manque énormément. Parce que ceux qui se font escroquer, c'est parce qu'ils ne sont pas patients. Ouais. Ils veulent un résultat tout de suite bien fait et tout est prêt. Donc, je ne vais pas terminer ça, Jean-Bruno, sans remercier Allez-y. Naya Télévision. Donc, au début de cette aventure, je vous ai passé un coup de fil et j'ai dit, Jean-Bruno, je me prépare à lancer mon entreprise en immigration canadienne. Et Jean-Bruno m'a dit, je t'accompagne dans ce projet, les yeux fermés, la porte ouverte. Je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Et toute l'équipe de Naya, ici aujourd'hui, assez vertueuse à ce que tout se passe bien. Je me sens comme choyé et je vous dis infiniment merci. Mais sachez que nous ne sommes qu'au début de l'aventure.
Avec plaisir. Merci, Jean. Maurice Dieucam, on en reste là. Merci. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, si vous avez envie d'immigrer au Canada, vous en savez désormais autant que moi sur la procédure grâce à notre invité Boris Dieucam, consultant réglementé en immigration canadienne, qui était l'invité de Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera toujours avec plaisir. Merci. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir.